Les conférences. Juste une petite note informative. Donc, la conférence durera 45 minutes et ensuite vous pourrez prendre une pause déjeuner donc, au restaurant. Et puis, pour information, au-dessus du restaurant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous avez accès au stand associatif où vous pouvez trouver des produits locaux venus d'Afrique et puis des renseignements auprès d'associations qui sont là, des représentants d'associations qui sont là parmi nous. Alors à présent, je vais inviter le professeur Zoubida Charouf à nous rejoindre sur scène. Donc le professeur Zoubida Charouf a énormément contribué au développement environnemental, économique et social de son pays, le Maroc, grâce à un arbre endémique du désert, l'arganier. Voilà. Et alors, elle a notamment contribué à développer, reconstituer le rideau vert qui était entretenu par les anciens auparavant, et développer également les associations de femmes qui ont pu, grâce à ces initiatives, développer leur statut économique et social. Et également, elle a aussi beaucoup contribué au niveau économique à développer les produits dérivés de l'argan. Et grâce à elle, à présent, l'arganeraie assure la subsistance d'environ 3 millions de personnes. Donc, bravo à elle. Elle va vous parler de cette formidable aventure qu'elle a eue avec l'arganier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs, d'abord de m'avoir invité, mais également de rencontrer des très belles personnes avec qui j'ai déjà communiqué. J'ai appris beaucoup de choses depuis hier soir et ce matin, et donc je vais enchaîner après les présentations très intéressantes que j'ai eues. Donc j'ai vu à travers toutes les présentations un certain nombre de militantisme et de tous ces présentateurs. Donc je crois que c'est ça qui nous motive un peu. Et quand on est passionné par ce qu'on fait, eh ben, on ne compte plus le temps, on y va et on fonce. Alors moi, ce que je vais faire, d'abord je voudrais remercier Geneviève. Voilà, et elle a déjà parlé de l'arganier quelques postes. Je voudrais aussi remercier Ernest. Donc, on est tous dans la même... je suis un petit peu comme vous. Et là, je vais parler surtout de l'arganier, de la forêt de l'arganier au départ. Et ensuite, je vais parler de ce que notre association a fait avec... Alors, comment on fait? Alors, j'y vais à la main. Alors, l'arganier, du nom scientifique Argania spinosa, de la famille des Sapotacées, est un arbre qui est endémique au Maroc, où il constitue la deuxième essence forestière, où il joue un rôle socio-économique et environnemental très, très important. Donc, c'est un arbre qui est à la fois forestier, pastoral, mais également fruitier, parce qu'à partir du fruit de l'arbre, on produit la fameuse huile d'argan, sur laquelle j'ai pu travailler. Alors donc, nous aussi, on se base sur le savoir traditionnel. Hein. Dans toutes mes recherches, j'ai oublié de dire que je suis maintenant professeur émérite à la faculté des sciences de l'université Mohamed V à Rabat, mais j'ai également une casquette de développement avec l'association Ibn al-Baytar. Ibn al-Baytar, c'est le premier savant arabe qui a fait la monographie de l'huile d'argan dans l'histoire. Donc c'est pour ça que nous avons appelé notre association Ibn al-Baytar. Donc c'est un arbre qui, d'après les écrits, existe depuis l'ère tertiaire et au Quaternaire, il a été repoussé lors des glaciations vers le Maroc.
Donc c'est l'arbre aussi, c'est le seul arbre de la famille Sapotacées qui se trouve au-dessus des tropiques. Donc il produit une huile qui a toujours été extraite d'une façon artisanale, selon un savoir-faire qui est transmis de génération en génération et qui a toujours été fait par des femmes amazighes. Et donc c'est un petit peu ce que nous avons essayé de faire. Alors je voudrais aussi dire que l'arganie constitue le dernier rempart contre la désertification parce qu'il développe des racines très profondes. Un plant de 1 mois, il développe une racine qui fait 6 fois la partie aérienne. Et 20 fois, les racines totales font 20 fois la partie aérienne. C'est pour ça que c'est un arbre qui vraiment lutte contre la désertification et protège les sols contre l'érosion hydrique et éolienne. En plus de ça, c'est un arbre qui est très peu exigeant en matière de sol. Il peut pousser même dans des endroits rocailleux. Le seul endroit où il ne peut pas pousser, c'est dans des sables, dans les sols sablonneux. Il est très résistant à la température. Des fois, la température atteint 50 degrés. Donc, il perd tous ses feuilles. Comme ça, il perd moins d'eau à la respiration. Et ensuite, dès qu'il y a juste 5 mm de pluie, hop, il reverdit. Et on dirait qu'il n'est jamais mort. Alors que si vous allez le voir quand il perd ses feuilles, vous allez penser que vraiment, c'est un arbre qui est déjà mort. Donc, il pousse dans des zones où la pluviométrie ne dépasse pas 120 mm par an. Donc, il est très bien adapté là où il est. Alors, je vous montre un petit peu la zone où il existe l'arganeraie. C'est un petit peu... Oui, je pense que ça ne marche pas. C'est un petit peu tout ce qui est orange, hein. Depuis Essaouira, il longe la côte atlantique et s'enfonce un peu vers l'intérieur. En fait, c'est dans toutes les zones arides et semi-arides du pays. Alors, malgré le rôle socio-économique et environnemental qu'il joue, le rôle économique, parce que c'est un arbre multi-usage, tout est utilisé et tout constitue une source de revenus pour les populations locales. Le sol est également utilisé pour la culture de l'orge et les feuilles sont utilisées pour le pâturage, notamment pour les chèvres. Alors dans la forêt d'Arganier, si vous vous promenez là-bas, vous allez voir des chèvres qui montent jusqu'à l'arbre. En fait, c'est pour manger les fruits et les feuilles. Donc, il joue un rôle social également parce qu'il permet la subsistance de 2 millions de personnes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il constitue un vrai rideau vert au niveau des déserts. Alors, malgré cette importance, aussi bien sociale, économique et environnementale, moi, ce qui m'a fait vraiment sortir de mon labo, c'est la régression qu'a connue l'arganeraie dans la fin des années 70, parce que le Maroc perdait 600 hectares par an. Et cette régression est d'origine, bien sûr, anthropique et surtout due à une mauvaise gestion, si on peut dire, parce qu'à l'époque, le Maroc encourageait beaucoup tout ce qui est culture intensive pour exporter les oranges, les clémentines, etc. Or, tout ce qu'on plante, là où il y a l'arganée, ne s'adapte pas du tout au sol. Donc, on a commencé à défricher et mettre en place des serres pour cultiver les tomates, les bananes, le maïs, etc. Toutes des cultures qui nécessitent beaucoup d'eau. Et quand vous survolez l'arganeraie, vous verrez, il y a plein de serres et vous allez voir que l'arganeraie s'est complètement défrichée. Alors, que faut-il faire devant cette problématique ? À l'époque, je voulais passer mon doctorat d'État et j'ai choisi de travailler sur l'arganier. Et l'idée, c'était comment comment inverser le processus. Comment transformer ce problème écologique en une opportunité économique pour les usagers de la forêt, pour que ce soit eux-mêmes qui les préservent. Donc moi, je suis tout à fait, avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, l'importance d'impliquer les communautés locales est très importante dans tout le processus.
Donc, on a commencé dans les années 85 et l'idée, c'était de valoriser les produits de l'argané. Il y a eu des exemples très intéressants dans le monde, que ce soit pour le jojoba, pour le bois de Panama, etc. Et donc, je voulais, en tant que chercheur, trouver des choses intéressantes à valoriser. Et je me suis intéressée plus spécifiquement à le produit principal, qui est l'huile d'argan. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'initiatives. L'UNESCO a classé l'arganeraie comme réserve de biosphère en 1998. Le gouvernement marocain a créé une agence qui travaille sur l'arganier, mais qui ne travaille pas toujours avec les chercheurs. En 2014, la FAO a reconnu l'argan et les pratiques et savoir-faire liés à l'arganier inscrits dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, enfin plutôt l'UNESCO, en 2014, et la FAO, pareil. Et enfin, en 2021, l'ONU a proclamé une journée internationale de l'arganier grâce à tout le travail qui a été mis en place. Et nous venons de fêter la 2e édition de la journée internationale de l'arganier qui a été le 10 mai. Alors, que faut-il faire pour le travail que nous avons entrepris? Quand j'ai commencé ma thèse, l'huile d'argan se vendait comme ça, au bord des routes, sans même que les Marocains puissent l'acheter. Hein. Parce que si on habite au nord et que vous n'avez personne au sud qui vous l'envoie, vous ne pouvez pas l'avoir. Elle était vendue au bord des routes, même mise dans des bouteilles complètement recyclées, sans aucun label. Et je vous dis autre chose, en tant que chercheur, 90% de l'huile vendue comme ça, elle est frelatée. Donc ne l'achetez jamais. Hein. Elle est toujours frelatée avec de l'huile de table. Donc déjà valorisée par le packaging, par l'étiquette, c'était déjà une valorisation intéressante. Ensuite, pour extraire 1 litre d'huile, il faut 20 heures de travail. Hein, dans tous les écrits, vous avez trouvé qu'il faut 8 heures. Moi, je l'ai chronométré, il faut vraiment 20 heures. On a tendance à sous-estimer le travail des femmes au Maroc. Hein. Donc, 20 heures pour produire à partir de 32 kg de fruits secs, à partir de 100 kg de fruits entiers et récoltés, et qui deviennent 32 kg secs, hein, pour produire 1 seul litre d'huile. Et bien sûr, tel que c'était impossible. Hein. Même pour les Marocains, ça n'obéissait ni aux normes du ministère de l'Agriculture et encore moins de penser à exporter cette huile. Donc, nous avons essayé d'identifier un petit peu, lors de l'extraction de l'huile, tous les paramètres qui peuvent altérer cette huile. Parce qu'il était connu que cette huile se conserve très très mal. Alors pourquoi elle se conserve mal? C'est donc à travers la recherche qu'on a essayé de résoudre ces problèmes-là. Donc, je n'ai pas mis les photos là, pour l'extraction de l'huile d'argan. Donc, à partir de fruits, là, donc, il fallait voir tous les déterminants de qualité de l'huile d'argan. À partir de l'arbre, donc la production de fruits, d'abord, il faut pratiquement 1 an et demi. Hein. Par exemple, vous avez la fleur au mois d'avril, mais ce n'est pas la fleur qui va donner le fruit de la saison du mois d'août, c'est le mois d'août d'après, hein, qu'on peut récolter le fruit. Donc pratiquement 1 an et demi. Donc les fruits tombent au mois de juillet, et il y a un savoir traditionnel où les fruits vont tomber et on n'a pas le droit d'aller les récolter tout de suite. Hein. C'est ce qu'on appelle de l'agdal. Donc, il faut vraiment protéger les fruits jusqu'à ce qu'ils sèchent sous l'arbre. Et donc, nous, on s'est dit, alors, quand est-ce qu'il faut prélever? Est-ce qu'il faut attendre ou pas attendre? Quand on récolte les fruits, combien de temps il faut sécher? Est-ce que l'effet de la lumière, est-ce que ça altère l'huile ou pas? Ensuite, une fois que c'est dépulpé, on enlève la pulpe. Alors, j'ai oublié de dire que l'huile d'argan est extraite à partir de l'amande qui se trouve dans la noix, et non pas à partir de la pulpe. C'est pas comme l'huile d'olive. D'accord? Donc, on dépulpe, on obtient des noix, et à partir d'une noix, on va concasser. Tout ça se faisait d'une manière artisanale. Hein. On va concasser pour extraire la graine,
Et à partir de la graine, on va torréfier, comme on torréfie le café. Et après, avec un moulin à bras traditionnel, comme ici, on va extraire, on va moudre les graines. Et en fait, à la fin, on va prendre cette pâte et on va malaxer à la main jusqu'à ce que l'huile commence à décanter. Et après, on macère à la main. Bon, déjà, quand on presse à la main, on laisse 30% d'huile dans le tourteau, dans le résidu d'extraction. Ensuite, on fait une étape qui n'est pas bien pour les huiles, c'est qu'on ajoute de l'eau. Non seulement l'eau, il va altérer l'huile, mais il va aussi extraire tous les polyphénols qui se trouvent dans l'huile. Et donc, ça explique pourquoi l'huile d'argan se conserve très mal. Autre chose, et ça, je vous le dis, ce n'est pas une anecdote, c'est une réalité, il faut quand même le dire, c'est que les gens ont du mal à faire toutes les opérations. Et souvent, comme les fruits sont très loin à aller chercher, ben, ils envoient leurs troupeaux, les chèvres. Ils vont récolter les fruits. Dans la chèvrerie, les noix regurgitent les noyaux. Et comme ils sont tout tendres, c'est plus facile à concasser. Donc, vous allez voir que nous, on a interdit cette opération-là. Bon, il y en a encore qui font encore cette méthode-là. C'est pour ça que dans les huiles, vous allez voir différents profils sensoriels de l'huile. Alors, donc, nous, dans les méthodes qu'on a mises en place au niveau de l'Université Mohammed V, le dépulpage est mécanisé, le concassage reste manuel, et je dis tant mieux, la recherche n'a pas assez avancé, parce qu'en fait, la noix est très dure. Il faut 16 fois plus de force pour casser une noix de l'argan qu'une noix du noyer. Donc vous imaginez. Et en plus, il y a une diversité. La noix, elle peut renfermer 1 jusqu'à 3 amendants. Et ensuite, il y a une pellicule là, qui retient l'amande à la coque. Alors tout ça fait que les chercheurs n'ont pas encore trouvé la machine pour concasser. Et je dis, tant mieux, jusqu'à ce qu'on maîtrise un peu la chaîne de valeur et qu'on laisse ces femmes travailler, parce qu'une fois que vous avez mis la machine, elles vont être complètement dépossédées. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est uniquement apporter une valorisation au niveau de l'extraction à partir de la graine. Nous avons utilisé des machines qui existent déjà, des expellers, ou alors des presses hydrauliques, et nous les avons adaptées à la graine de l'arganier. Donc on produit une huile, pratiquement il ne reste plus rien. Il y a 95% de l'huile dont les graines sont produites par la presse. Et maintenant, on produit 2 types d'huile. Avant, on produisait une seule, l'huile alimentaire, parce qu'on torréfiait. Mais quand on ne torréfie pas, on obtient l'huile à usage cosmétique. Donc, il n'y a plus ce goût de noisette, parce que la torréfaction donne un goût de noisette et de sésame. Dans l'huile à usage cosmétique, vous n'avez plus cette odeur-là. Et c'est pour ça qu'on a pu rechercher d'autres activités, d'autres utilisations de l'huile d'argan, Alors, pourquoi on a cherché d'autres utilisations de l'huile d'argan? Parce qu'il est très utilisé en médecine traditionnelle, et notamment pour la peau. Donc, ça prévient les rides, ça hydrate, c'est utilisé pour la varicelle. Je ne sais pas si on peut l'utiliser pour la varicelle du singe. Et très utilisé pour l'acné. Mais également, ça prévient les maladies cardiovasculaires. C'est utilisé, ça a des propriétés anti-inflammatoires, etc., etc. Antidiabétiques aussi. Toute la population locale utilise, mais pas l'huile, ils utilisent plutôt le tourteau. Ils prennent 1 gramme. Quand ils ont un diabète de type 2, ça donne de très bons résultats. Alors, bien sûr, quand vous avez des activités de ce genre-là, en tant que chercheur, vous allez dire, je ne vais pas dire n'importe quoi, il faut quand même confirmer par les sciences exactes tout ce qui est connu en médecine traditionnelle. Bien sûr, je crois beaucoup à la médecine traditionnelle, mais il faut quand même, à un certain moment, pour approcher les industriels, être sur des choses qui sont solides. Alors, nous avons pu faire quelques vérifications. Par exemple, prouver que c'est un effet hydratant, un effet restructurant, régénérant, tout ça, ça a été fait. Un effet anti-rides aussi, c'est normal parce qu'il est très très riche en antioxydants. Il est aussi très riche en acides gras insaturés, 80% d'acides gras insaturés. Il est très riche en vitamine E,
très riche aussi en phytostérols, qui ont des propriétés très intéressantes, des triterpènes, etc. Donc, voilà, après, on a commencé à promouvoir l'huile au niveau international. Et par exemple, pour l'effet sur les tests cliniques qu'on a menés pour prouver l'activité hypocholestérémiante, on l'a fait en mettant en place des tests cliniques. Donc, il suffit de prendre 2 cuillères à soupe par jour, vous substituez votre matière grasse par l'huile d'argan et vous voyez votre cholestérol total qui augmente, cholestérol HDL qui augmente, pardon, cholestérol total qui diminue, cholestérol HDL qui augmente, LDL qui diminue. Mais surtout, le pouvoir le plus intéressant qu'on a trouvé, c'est le pouvoir hypolipidémiant. Ça baisse plus les triglycérides que l'huile d'olive. Alors que pour le pouvoir hypocholestérémiant, l'huile d'olive était meilleure, hein, pour rester honnête. Alors donc, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on a fait, d'autres, on n'a pas pu le faire parce que les tests cliniques, généralement, ça coûte extrêmement cher. Mais on voulait, comme je l'ai dit au départ, valoriser les produits de l'argan, mais également faire profiter les communautés locales de cette valorisation. Et c'est pour ça qu'on a pris la casquette d'association. On est parti voir les femmes qui produisaient de l'huile d'argan d'une façon traditionnelle et leur dire que voilà, elles peuvent mieux gagner leur vie, hein, s'ils se mettent en coopérative, hein, comme ça, elles peuvent partager un peu leur travail. Et donc, on a constitué la première coopérative au Maroc en 1996. Évidemment, je vous épargne de toutes les difficultés. C'est très difficile faire sortir, surtout les femmes amazirs, de chez elles. Culturellement, ça ne se fait pas du tout. Donc, voilà, très peu de femmes ont cru à notre projet, notamment des femmes veuves et divorcées qui ont accepté. 16 femmes, on a commencé avec 16 femmes. On s'est dit, bon, allez, on commence quand même. Par contre, quelques 2 ans ou 3 ans après, ce sont les femmes qui venaient vers nous. On veut faire la même chose que ce que vous avez fait pour Tamanar. Et donc, voilà, après, ça a été plus facile. Alors, tout le monde ne peut pas accepter, tout le monde ne peut pas, au début, bien sûr, on n'était pas exigeants. Toutes celles qui voulaient venir travailler en coopérative, on leur demandait quand même d'accepter de suivre des cours. Hein. Malheureusement, 95% des femmes, surtout, bon, il y a une différence entre la ville et le milieu rural, hein, mais 95% étaient analphabètes. Donc on ne peut pas faire un développement durable avec des femmes analphabètes, même s'ils ont un savoir-faire très intéressant. Donc on a exigé quand même qu'il y ait une formation de base, savoir lire et écrire, mais également une formation professionnalisante. Comment gérer sa coopérative, comment utiliser la nouvelle technologie, faire même des dosages. On leur a même appris à faire des dosages d'indices d'acide et d'indices de peroxyde. Et je vous assure qu'après, maintenant, ils tiennent une traçabilité, parce qu'il faut aussi la traçabilité sur des fichiers Excel et tout ça. Donc, il a suffi de 3 années. La première année, c'est uniquement alphabétisation de base, et ensuite 2 années d'alphabétisation professionnelle, et après, ils étaient vraiment autonomes. De toute façon, nous, après 2 ou 3 ans, on quitte la coopérative et on va vers d'autres. Donc, on a fait toute la chaîne de valeur. Et donc, notre travail a eu un impact très positif, très, très positif, en matière sociale d'abord. Des femmes qui étaient marginalisées, ils ont gagné en dignité, ils ont été autonomisés, etc. Moins d'exode rural, plus d'adaptation au changement climatique. Actuellement, il y a en fait, il y a 600 dans tout le Maroc, mais il y a 420 dans l'Arganeraie, dans l'écosystème Arganeraie. Il y en a qui sont à Rabat, à Casablanca, il n'y a pas l'arganie, et normalement, ils doivent être interdites. Mais bon, le gouvernement fait des fois des choses... Et il y a eu beaucoup de retombées sociales pour les femmes des coopératives. Et celles que j'ai plus appréciées, c'est celles qu'elles ont décidées dans le futur en envoyant leurs enfants à l'école. Et ça, c'est vraiment très, très important. Parce que le gouvernement marocain a mis en place beaucoup, beaucoup d'efforts pour la scolarisation de la petite fille. Et franchement, ce n'était pas une réussite.
Et maintenant, ils ont pris conscience par elles-mêmes qu'il faut que leurs filles ne soient pas comme elles. Donc, c'était systématique, c'est elles qui l'ont envoyé à l'école. Donc, des retombées sociales. Il y a même une centaine d'entreprises maintenant. Il y a même une multinationale. Alors, il y a eu aussi le développement et les presses. Avant, on importait les presses et toutes les machines. Maintenant, on les développe chez nous. Et beaucoup de bouteilles, d'imprimeries, des spas. Vous avez des boutiques maintenant et des salles de massage un peu partout quand vous allez dans Essaouira, Agadir, etc. Et aussi dans les visites des coopératives qui ont promu le tourisme durable. Le tourisme. Alors, qu'en est-il de... Est-ce qu'on a pu vérifier ce qu'on a dit au départ? Est-ce qu'on reboise plus? Alors qu'avant, il n'y avait aucun... Quand j'ai vu ce que faisait le Haut Commissariat aux eaux et forêts, à l'époque, il n'y avait pas du tout de reboisement, de réhabilitation de l'Arganais. Eh bien, vous pouvez le voir sur le graphique qu'entre 2005 et... Pardon, ça c'est le graphique de l'exportation. Je vais le faire après. Alors, pour ce qui est économique, les retombées économiques. Avant, on n'exportait presque rien. On exportait des graines. Pardon, merci. On exportait des graines. Il y avait un laboratoire qui produisait des produits cosmétiques à base de l'huile d'argan et on exportait des graines. On n'exportait pas du tout, pratiquement pas d'huile d'argan. Alors, voyez comment les exportations ont évolué et on estime à 1,5 milliard de dirhams. Alors, 1 euro égale 10 dirhams. Donc, ça fait 150 millions d'euros en 2019, dont pratiquement 54% pour l'export et le reste sur le marché local et pour l'autoconsommation. Donc, vous voyez déjà, il y a eu des retombées économiques très, très importantes qui sont partagées entre les coopératives et les petites et moyennes entreprises. Alors avant, je vous disais, même quand je donnais une conférence à Rabat, je posais la question, s'il y en a qui connaissent l'huile d'argan, ben la moitié de l'amphi ne connaissait pas l'huile d'argan. Hein, d'accord? Donc encore moins quand on est à Tanger, etc. Alors voilà un petit peu où c'est exporté. J'ai oublié de vous poser la question s'il y en a qui ne connaissent pas l'huile d'argan. Je pense que vous tous, vous connaissez. Et maintenant, voilà, on exporte un petit peu partout au Maroc hein, pour la valeur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, qu'en est-il pour la forêt? Ben, la forêt aussi, le reboisement augmente en exponentiel. Entre 2011 et 2020, 146 000 hectares de forêt d'arganais ont été réhabilités. Et non seulement on a réhabilité l'arganeraie, et on a même domestiqué. Parce que 10 000 hectares, on a fait 10 000 hectares d'arganiculture. L'ambition est de réhabiliter 200 000 hectares à l'horizon de 2025. Ça, c'est l'ambition du gouvernement. Donc, si on voit un petit peu ce qui a été fait sur l'arganier, on voit qu'on a beaucoup contribué à l'agenda 2030 hein, avec les différents ODD. Hein, on est un petit peu partout dans certaines ODD. Et ceci nous a beaucoup encouragés. Concernant, par rapport à notre... bon, ça, j'ai parlé de la réhabilitation qui a été faite par le gouvernement marocain. Notre association a aussi contribué à la réhabilitation de l'arganeraie, puisqu'on a planté une centaine d'hectares. Et là, on implique aussi bien les institutionnels que les coopératives. Donc là, c'est avec la direction régionale des eaux et forêts. Et en plus, on forme les femmes. On va vers les coopératives. Alors, elle disait avant qu'on ne peut pas produire un plan à partir du fruit de l'argan. Ben, on leur a montré que c'est possible. Et donc, on a mené plusieurs activités pour former les femmes. C'est très, très facile à faire par semis de grains. Et le plan pousse au bout d'1 mois. Là, ce que vous avez vu ici, c'est un plan de 1 mois seulement. Et après, on demande aux coopératives d'aller les planter sur leur terrain. Parce que la majorité d'entre elles sont des usufruitières et donc elles peuvent le planter sur le terrain.
Alors, quant à tous les conférenciers qui m'ont précédé, ils m'ont parlé de l'écosystème. Hein, parce que l'arbre, ce n'est pas uniquement l'arbre, mais aussi l'écosystème qu'il protège, la faune, la flore, etc. Et justement, pour préserver et conserver cette biodiversité, surtout la flore dans ce cas-là, nous avons mis en place un petit jardin, One Health. Je ne sais pas si le concept vous dit. Le concept One Health a été développé et reconnu maintenant par les Nations Unies pour dire que la santé de l'homme dépend aussi bien de la santé de l'environnement que de l'animal. Parce qu'il y a beaucoup de zoonoses qui sont transmises de l'animal à l'homme. Et le meilleur exemple, c'est celui qu'on a vécu avec la pandémie de Covid-19. Donc, pas loin d'une route écotouristique que nous avons mis en place, on a mis un petit jardin One Health. On a mis les différentes plantes médicinales qu'on a recensées dans l'Arganray. Et dans ce jardin-là, les femmes de les coopératives vont transmettre leur savoir-faire aux écoliers qui vont visiter ce jardin. Bon, ça, c'est notre projet, ce qu'on veut faire. Maintenant, on vient de mettre en place le petit jardin. Il reste à mettre en place les visites entre les coopératives et les femmes. Et on veut même écrire un petit livre, un petit booklet que les enfants vont prendre avec eux et qui va parler de ces plantes-là et de leur usage en médecine traditionnelle. Alors, de la même façon qu'on a travaillé sur l'arganier, on a travaillé aussi sur d'autres écosystèmes et aussi avec d'autres produits de terroir, ce qui fait que j'ai été en contact avec plusieurs communautés locales, avec plusieurs locaux. Toujours, j'apprends beaucoup d'eux, c'est incroyable les connaissances qu'ils ont et j'essaie de les aider dans ce qui est possible. Donc on a entrepris un projet si vous voulez, de plantation, soit de forêt nourricière ou alors de verger. Alors l'idée commence toujours par une formation d'abord en agroécologie, une formation des formateurs qui dure 5 jours, où ils apprennent tout ce qu'il faut sur l'agroécologie pour ensuite aller sur le terrain et planter eux-mêmes. Là, par exemple, ils ont fait un compost. Ici, ils sont en train de voir les maladies des plantes et comment les soigner avec les plantes aussi. D'accord ? Alors, l'idée ensuite, c'est que ces gens-là qui ont suivi cette formation retournent sur le terrain et apprennent aux autres aussi ce qu'ils ont appris. Donc, on a organisé des petits ateliers. Nos moyens ne nous permettent pas d'aller dans tous les terrains, mais on a fait parfois ces petits ateliers, ne serait-ce que le compost et les différentes maladies, et aussi comment les soigner avec les plantes. Alors voilà un exemple de quelqu'un qui a suivi la formation, son terrain avant la formation, et vous voyez ce qu'il a pu faire chez lui, juste après la formation. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Alors ensuite, on distribue les arbres. Nous avons des bailleurs de fonds avec qui nous travaillons. Je suis contente que Isis soit venue et qu'elle participe avec nous à cette conférence. Alors, on les laisse choisir les arbres qu'ils veulent et comment ils veulent les planter. Là, par exemple, ici, c'est des producteurs d'oignons. Ils ont préféré avoir des oliviers pour clôturer les champs. Et donc, on leur a fourni des oliviers. Alors ici, on a un rucher, le plus grand rucher traditionnel en Afrique du miel. Donc, ils ont besoin de reboiser, réhabiliter un petit peu la forêt qui existait avant, mais aussi ils ont besoin de plantes mellifères. Donc, on a planté des plantes mellifères, on a planté des oliviers et également des carobiers. Et donc, ça marche très bien. Alors, ici, ça, on est dans les plaines. Là, on a fait un verger. Pas uniquement un verger, parce qu'on a associé aussi des plantes médicinales. Et là, ce verger-là qui date, qu'on a planté en février, déjà, maintenant, il a donné des fruits. Donc, ils ont utilisé la formation qu'ils ont eue
Donc ça donne de très bons résultats. Ici, il y a quelqu'un qui nous a contactés. À cause du parcours, il a dit qu'il n'y a plus d'arbres. Et donc, il veut replanter. Et là aussi, on l'a aidé. Et il a fait un très, très bon travail. On plante aussi dans les villes. Là, il y avait une décharge. Tout le monde sortait les poubelles et les mettait là. Donc, il y a une association très active qui a décidé de verdir cet espace-là. Là aussi, on les a aidés pour planter. Je vais m'attarder un peu plus. Non, là, c'est dans les SOS villages et dans les écoles. Ça, c'est le travail de plantation dans les écoles, c'est très, très intéressant, mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Donc là, on commence toujours généralement par une sensibilisation des écoliers, et ensuite, avec les écoliers, on essaie de planter des arbres, mais ça demande du temps et de la persévérance. Alors, ce qu'on a commencé à faire aussi, c'est des team building pour certaines sociétés. Ils viennent nous voir pour planter des arbres et on leur dit, voilà, on vous propose un team building et vous venez planter. Donc, ils viennent avec les employés et ils plantent également des arbres. Alors, 15 minutes avant, on fait un peu du yoga grâce à Estelle qui m'a mis dans le yoga. Et enfin, je voudrais parler aussi le travail que nous avons fait dans les oasis. Là encore, les populations locales, ils ont un savoir-faire extraordinaire. Merci beaucoup. Extraordinaire en matière de régénération, mais également de plantation des palmiers. Et donc là, on a planté, on a organisé, donc on plante toujours dans le désert de Ennif, dans la province de Tinrel. On a planté plus que 15 000 palmiers. Alors ces palmiers sont extraits d'une façon artisanale aussi, sont produits d'une façon artisanale, parce qu'à côté, il y a une pépinière qui fait du culture in vitro. On a dit merci. Alors, donc, on a utilisé, donc, c'est des rejets, qu'ils enlèvent des rejets. Bien sûr, ils ont une technique spéciale pour ne pas blesser l'arbre, et après, ils la mettent dans la terre, et on la plante. Avec ça, on a plus que 90% de réussite. Oui, donc, mais vous suivez exactement ce qu'ils font, ils ont tout un savoir-faire pour la plantation. Donc chez eux, on a fêté le 100 millième arbre que notre association a fait. Et là, je vous montre un petit peu comment d'une partie désertique en haut, on a planté quelques palmiers. Et là, je suis retournée au mois de mars dernier. Regardez comme c'est vert. Et là, vraiment, ce qu'ils voulaient faire, notre personne ressource, c'est verdir le désert. Mais je pense qu'on a réussi. Et on a amené l'eau. Et on a même... là aussi, ils ont un savoir-faire. Je crois que c'est Geneviève qui a cité ce travail-là. Ils ont ce qu'on appelle les khtarat dans les oasis. C'est un système traditionnel d'irrigation. Et par contre, il n'y avait plus d'eau. On ne pouvait plus les utiliser, ces khtarat. Nous, on a redynamisé ce système traditionnel des khtarat et la redistribution de l'eau comme il se faisait à l'ancienne. Et maintenant, les quelques projets qu'on a commencés sont devenus des projets que beaucoup de personnes viennent visiter. Voilà un petit peu ce qu'on a fait en 2021. Vous voyez qu'on est un petit peu partout au Maroc. On cherche des gens intéressants aussi et des gens qui ont des idées intéressantes et innovantes et on les aide avec bien sûr nos partenaires pour planter les arbres. Donc notre ambition en 2022-2023, c'est aussi de planter 100 000. On a déjà planté en 2022 100 000 déjà et nous voulons continuer ce travail-là. Je crois beaucoup à la réhabilitation des sols et à la plantation de l'arbre. Nous avons aussi célébré la Journée mondiale de l'environnement avec nos planteurs. Et on a fait... le but, c'était de les sensibiliser pour qu'ils fassent quelque chose à l'occasion de cette journée, que ce soit des tailles des arbres, des paillages, des plantations, team building, l'arrosage, peu importe. Mais l'essentiel, c'est qu'ils arrivent. Donc voilà, je voudrais finir par là et remercier un petit peu tous les gens qui nous ont aidés et merci aussi pour votre présence.
Merci beaucoup à Zoubidia Charouf pour cette merveilleuse conférence. Et maintenant, j'invite le public à poser quelques questions avant de prendre la pause. Juste un petit récapitulatif pour la demi-journée de cet après-midi. Donc, à 14 heures, nous recevrons l'arboriste grimpeur Thomas Braille, qui nous parlera des alignements d'arbres et des forêts périurbaines, et puis également de la législation française en matière de protection de l'environnement. Nous recevrons ensuite Émilie Dupuis, qui nous malheureusement on n'aura pu être parmi nous, donc on le fera en distanciel, il nous parlera des arbres en milieu urbain, et enfin on recevra cette conférence avec Alain Canet qui nous parlera de la foresterie